Je me décalais en plus. Il s'agit d'une causerie. Donc nous allons causer. Et on ne sait pas du tout comment, vers où on va, comment on y va, mais on va causer. Une causerie, ça pourrait être quelque chose à bâton rompu. Non, nous avons un thème, nous avons un sujet. Et ce sujet, lorsque Françoise m'a dit on cherche le Dieu, tout de suite j'ai pensé à une phrase de Rimbaud, je et que notre. Et donc, c'est une manière d'introduire, d'aller en fait plonger un regard philosophique sur une œuvre politique. Je vous lis le texte de Rimbaud, c'est tiré de la lettre du voyant, à Paul Denis. Car je est de nôtre. Si le cuivre s'éveille et clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute, je lance un coup d'archer. La symphonie fait son remuement dans les profondeurs. On vient d'un bond sur la scène. Si les vieux imbéciles n'avaient trouvé du moins que la signification fausse, nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un temps infini, ont accumulé les produits de leur intelligence borgnesse en s'en clamant les auteurs. Tout commence là. Ce moi et ces vieux imbéciles. Qui sont-ils? Eh bien, j'ai essayé de réfléchir à la chose et je me suis dit, mais le moi, c'est tout simplement Socrate. Connais-toi toi-même, connais ton moi. Or, on est là dans une conception du sujet de la connaissance. Le sujet de la connaissance, c'est celui à partir duquel la connaissance commence, s'impose, peut se développer. Donc, cette entité tout à fait artificielle finalement du moi, elle devient structurelle de notre culture. Elle devient ce qui va démarquer sans arrêt le regard de la connaissance, le regard philosophique. Connais-toi toi-même, ça signifie cela à partir de l'introspection, hein, du regard que je veux connaître sur cet acte de connaître, hein, qui est un acte de réflexion, eh bien, je peux édifier tout un savoir. C'est la maïeutique platonicienne. Hein. On commence par éveiller l'esprit de celui qui ne sait pas par un certain nombre de questions. Ce sont les dialogues platoniciens. Le moi est toujours au centre. Hein. Il y a un sujet de la connaissance. Il y a un chef d'orchestre du savoir. Et donc, on retrouvera ensuite, dans le processus de l'histoire, on pourra se lâcher Montaigne qui dit quand je te parle de moi, je te parle de vous, je parle de tout le monde. Le moi, il est universel. Et donc, connaître l'humanité, connaître les autres, c'est se connaître soi-même. Pascal fera un petit peu une petite chiquenaude à cette théorie. Il dira le sot projet que Montaigne a eu de se peindre. Et ce n'est pas la nature humaine qu'il a découvert, mais il a découvert que son propre moi. Alors, lorsque Rimbaud nous envoie ce carton, hein, je dirais dans la gueule, hein, nous envoie ce carton « Je est un autre », c'est une bombe dans l'ordre du savoir, c'est une bombe dans le discours philosophique et le discours poétique. C'est une bombe parce que, eh bien, si le je est un autre, le moi commence à se disloquer. Le moi, il se découvre non pas une intériorité qui le conforte, qui va lui permettre d'affirmer sa connaissance, mais au contraire, il s'interroge sur le bien fondé de cette connaissance. Et donc, le registre qui entre en jeu, ce n'est plus le moi comme chef d'orchestre de la connaissance, mais au contraire, l'interrogation sur le qui suis-je moi pour pouvoir parler de connaissance, etc. etc. C'est aussi
un coup de pied dans la ruche, hein, celle de Descartes, celle de Spinoza. Hein, Descartes, pour qui le cogito était, encore une fois, le fondement de toute connaissance. Et donc, tout notre édifice culturel est scientifique, parfois même pseudo-scientifique, hein, qui va en découler. Donc, le jeu est un autre, c'est déjà une façon d'anticiper, hein, d'être en avant. Hein. Rimbaud dit toujours, la poésie sera en avant. Hein. On découvrira, le poète est visionnaire, hein, il est voleur de feu, hein, il découvre des choses qui n'ont pas encore été senties. Il découvre, mais il ne développe pas. Il a une intuition, en quelque sorte, il a une vision d'autre chose qui va, 30 ans plus tard, à peu près, hein, c'est l'inconscient, hein, c'est Freud, hein, on sait alors qu'il y a autre chose que ce moi, bien carapassonné, dont Wilhelm Reich dira plus tard qu'il est une carapace, qu'il est une prison, un englument dans le sordide de la raison. Hein. Ce sordide de la raison qui est finalement ce qui va empêcher le désir d'émerger. Ce que fait Rimbaud, c'est tout simplement une ouverture au désir. Alors le désir, maintenant, il ne va pas surgir comme ça, comme une fleur. Parce que Freud, lui, quand il parle de sexualité infantile, ben, personne ne veut l'entendre, hein, c'est le grand tabou, hein, c'est l'horreur. Hein, donc on ne va pas lui faire de cadeaux. Hein, et tout cela va montrer combien il est difficile finalement de sortir des carcans de cette mythologie de la connaissance, on pourrait dire, hein, qui s'articule autour du monde. En effet. Tu pourrais me dire sur cette... Est-ce que c'est la bombe qui était... C'est tout à fait. Effectivement, hein, le cogito ergo sum de Descartes a été renversé par la psychanalyse, et notamment Jacques Lacan, qui disait là où je pense, je ne suis pas. Pourquoi? Parce que l'inconscient, c'est le discours de l'autre. Et bon, l'une des preuves, c'est que la langue que nous utilisons, c'est pas nous qui l'avons inventée. Hein. Elle nous vient de nos ancêtres, en tout cas de l'autre social. Et pourtant, elle nous permet d'établir un lien par le symbole, symbolon en grec, ce qui vit, et qui s'oppose d'ailleurs à l'enfer, au diable, le diabolos, ce qui dévie. Donc, voilà le projet analytique en une seule phrase. Alors, le projet, alors c'est intéressant parce que ce qui fait aussi l'intérêt de revenir, de partir de Rimbaud et d'y revenir automatiquement, c'est que Rimbaud a vécu des périodes intensément douloureuses. Hein. Une saison en enfer, c'est véritablement la description d'un voyage intérieur absolument douloureux. Donc là, il découvre un certain nombre de choses sur sa propre réalité intérieure et cachée. Hein. C'est cette réalité cachée finalement qui se dévoile petit à petit. Et donc peut-être le silence de Rimbaud sera une révélation. À partir du moment où il découvre que ce qu'il écrit et ce qu'il vit ne signifie plus quelque chose de tangible et qui soit compris par les autres aussi, précisément, eh bien, surprenant tout le monde, il s'enfuit à Aden, il devient marchand d'armes, il devient, etc. Bon, il abdique complètement de cette société dans laquelle il se sentait, je suppose, complètement perdu ou non compris. Hein, non compris. Et alors, c'est René Char qui dit quelle bonne idée tu as eu, Rimbaud, de partir hein, de cette saloperie qu'on vit tous les jours. Hein, il y avait que ça à faire. Quoi. Alors, j'aimerais bien, puisque tu me lances sur Lacan, Lacan, c'est quand même aussi celui qui nous porte à dire toute la pensée, la conscience, elle est traversée par le langage. Nous sommes du langage.
nous sommes du langage. Et donc, à partir de là, où est, donc tout ça c'est le structuralisme aussi qui va se développer avec Foucault, etc., son étude sur la folie, hein, on va revenir donc sur d'où sort que cet inconscient surgit, et que finalement comment on va le gérer aussi, hein, comment on va le gérer. Alors il y a plusieurs solutions, hein, il y a plusieurs gens qui ont essayé de gérer ce langage, mais le langage c'est aussi, et en premier lieu pour moi, en tant que poète, c'est ce qui va donner ensuite naissance au surréalisme et à toute une façon de mettre en question l'écriture poétique traditionnelle, celle qui nous vient très fond de l'histoire en fait. Et Rimbaud, il effectue effectivement cette explosion du langage, et c'est pour ça que les surréalistes vont récupérer ces idées fortes, hein, de Rimbaud. Je vais vous en donner une autre. Hein, c'est Rimbaud qui dit « Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. » Rimbaud a été pour ça, en fait, celui qui a apporté la démarche à avoir, aussi bien pour les surréalistes que pour toute cette période de pensée qui a tourné autour du surréalisme. Il arrive, alors, toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables. Viendront d'autres horribles travailleurs. Ils commenceront par les horizons où l'autre s'établissait. L'autre, c'est peut-être déjà lui-même. Hein. Voilà, une sorte d'idée d'un progrès humain. Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Ce qu'il rapporte de là-bas a forme. Il donne forme. Si c'est l'informe, il donne l'informe. L'informe, c'est l'inconscient. Hein. Trouver une langue. Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée, accrochant la pensée et tirant. Voilà un très beau texte dans la lettre du voyant, où Rimbaud a une sensation de ce que va être précisément l'art et la poésie au XXe siècle, avec tout cet art abstrait, hein, toute cette, justement, serré, on est très bien placé pour parler de ça, du fauvisme, du Picasso, de tout ce qui va donner naissance à un renouvellement de l'art en général, aussi bien de la poésie que des arts plastiques. Alors, là aussi, l'inconscient est... Oui, mais justement, le poète a cet immense avantage d'incarner cette révélation de l'inconscient, ce que nous, malheureusement, en psychanalyse, on ne peut pas se permettre. On doit faire des démonstrations cliniques, donc pardonnez-moi si c'est un peu teinté de sécheresse, ce que je vais dire dans mon commentaire. Effectivement, c'est Rimbaud qui a fait tout exploser, évidemment, je suis d'accord avec ça. Et il a eu cette audace épistémologique incroyable de dire « je » est un autre, entre autres choses. Mais justement, ça nous renvoie quand même aussi à un mystère. Tu parlais du langage, Lacan parlait aussi par lettres, hein, on est traversé par le langage. Alors, on ne sait pas très bien comment est né le langage chez l'être humain, puisqu'il n'existe aucune langue type proto-langue, langue primaire ou à moitié humaine, non. Toutes les langues se valent à peu près sur la complexité syntaxique, sémiologique, morphologique, etc. Donc, ça c'est un véritable mystère. En revanche, bon, le psychologue a l'avantage de voir chez son patient quand même la naissance un peu du signifiant, et ce qui est paradoxal,
c'est que le premier signifiant n'est pas le premier cri que pousse l'enfant, mais c'est le premier cri auquel la mère répond. Ces premiers cris sont issus d'un besoin purement biologique, hein, la faim, la soif, etc. Et en y répondant, la mère y donne rétroactivement un sens, celui de la demande. Et ça devient le signifiant 1, qui représente le sujet pour la première fois. Et d'où la différence entre le temps logique et le temps chronologique dans notre inconscient. Tout ce télescope, où il y a une sorte d'éternel présent, et ce qui nous donne en psychanalyse la chance de soigner nos patients d'ailleurs. Alors, Lacan, il y a chez lui une distinction entre le grand autre, l'autre avec un grand A et l'autre avec un petit A, et dans ce grand autre qui incarne la mère, il y a ce que j'appellerais la fusion entre l'enfant, le nouveau-né, et la mère. Et donc là, finalement, je est un autre, on peut l'utiliser aussi pour cette vision du à quel moment l'enfant devient je, et non pas l'autre dans la personne de la mère. Là, il y a encore un regard que tu peux nous apporter, peut-être en tant que psychanalyste. Oui, merci de me le rappeler. Je dois effectivement. Il y a le grand autre qui a vu, effectivement, qui est incarné par l'autre maternel et qui ensuite, idéalement, est supplanté par l'autre paternel. Alors, ce n'est pas forcément le père biologique, hein, c'est un autre, troisième larron, hein, et qui permet à l'enfant de se séparer de sa mère, d'entériner le manque. Et c'est le manque qui fonde notre désir, mais qu'on ne peut accepter que grâce au signifiant, au symbole, à la langue. Et ensuite, on a le petit autre, le frère, le semblable, et qui peut aussi nous apporter du soutien par la suite. Hein, dans des sociétés, on voit très bien, de l'autre côté de la frontière, après la guerre civile, les pères étaient douloureusement absents. Et pourtant, il n'y avait pas une explosion massive des psychoses. Parce que le petit autre, le frère, peut pallier au père symbolique. La loi des frères peut devenir l'équivalent topique, excusez-moi, interrompez-moi au cas où je deviendrai trop technique. Topique, ça veut dire, c'est en référence à la représentation spatiale de l'appareil psychique. Donc, disons, inconscient de la loi du père. La loi du père, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous permet de nous sentir en sécurité, d'avoir un repère, de ne pas avoir peur dans le noir. Et il a trois fondements principaux, à savoir la reconnaissance du sujet par l'autre paternel, la limite qu'il nous pose et l'amour qu'il nous donne. Et les trois doivent être donnés simultanément, sinon ça n'advient pas. Pardonnez-moi, c'est une longue parenthèse. C'est pas une parenthèse, on est dans le sujet. Eh bien, justement, peut-être ça nous permettrait ta distinction entre le grand tas de l'autre et le petit tas qui est véritablement l'autre qu'on rencontre. C'est ça. Celui qui est à côté de nous. Hein. Je est un autre qui se trouve à côté de moi. Hein. Et dans cette perspective, je dois apprendre à vivre avec l'autre. Et pour apprendre à vivre avec l'autre, il y a cette part du subconscient qui va organiser la tâche sociale. Et il y a aussi tous ces débordements. Alors, lorsque Wilhelm Reich s'interroge sur l'idéologie de masse du fascisme, par exemple, là, on voit qu'il y a une intégration au niveau de l'inconscient de toute une représentation, hein, qui fait que
on n'est pas véritablement indépendant, on n'est pas sujet, hein, on est assujetti. Alors comment cela se passe-t-il au niveau comment dire, de la prise d'une idéologie sur la conscience individuelle, le petit autre qui est là, qui se promène. Oui. Effectivement, c'est de grande actualité, je crois, à faire une période qui pourrait être une critique en termes historiques, au niveau des guerres civiles, etc., qui éclatent un peu partout, liées à des idéologies, des religions, des croyances, etc., et effectivement qui ont trait à ce que Freud appelait l'idéal du moi. Et on peut se faire totalement piéger, bien sûr, quand on souffre de la carence paternelle, de trouver une espèce de fraternité morbide, donc autour d'un idéal qui est lié à la haine, qui est le sentiment le plus archaïque et le plus facile finalement. Il n'y a qu'un pas à franchir. Donc, le petit autre, oui, est d'une importance primordiale. On l'a laissé longtemps à l'écart au détriment des patients, alors que Lacan l'attribue à l'imaginaire, qui est un peu fluctuant, un peu vaseux, etc. Il y a beaucoup de complaisance, mais il ne faut pas oublier que ça aide beaucoup nos patients à retrouver d'abord un certain bien-être et même une certaine structure avant d'accéder à la résolution qui est forcément symbolique de leur cure analytique. Alors, effectivement, l'articulation n'est pas facile parce que Freud déjà disait le moi n'est pas maître dans sa demeure. Et Lacan a proposé une lecture de Freud à laquelle je souscris parce qu'elle simplifie les thèses de Freud, contrairement à ce qu'on croit. Il a proposé cette grille de lecture réelle, imaginaire et symbolique. Et tout d'un coup, les choses deviennent claires. Et il a établi cette distinction fondamentale entre le moi et le sujet. Le moi étant une surface de projection et proche du symptôme, principalement défensif, alors que le sujet est totalement inconscient. Et le psychanalyste se désintéresse un peu trop peut-être, mais se désintéresse beaucoup du moi en faveur du sujet, qui est d'ordre symbolique et très caché. Et vraiment dans l'inconscient. Alors, je vais reciter Lacan, si ça ne te gêne pas. Absolument. Encore une fois, mais ça va dans le sens de ce que tu viens de dire, je pense, puisque lorsque Lacan dit, en parlant justement de ce sujet, de cet inconscient, ça part, et dans ce que ça dit, ça échappe. C'est-à-dire que le langage qui survient à travers un langage symbolique, c'est le langage vrai. Hein? Et je le rapprocherai, puisqu'on est sur Rimbaud, du langage poétique, que ce soit chez René Char aussi, hein, où finalement on a recours à une certaine abstraction dans le discours, mais qui va fouiner, qui va chercher une vérité beaucoup plus profonde que celle d'un texte, d'une littérature, d'un discours qui amène le réel. Autrement dit, ce réel enfoui, qui est celui de l'inconscient, qui est celui du sujet dans la distinction qu'opère Lacan, eh bien, c'est notre propre vérité intérieure. Et c'est en cela qu'on peut devenir, précisément, advenir, je dirais, à la création et à l'authenticité. Oui, tout à fait. À condition de s'aventurer dans cet espace du ça, qui est un espace pulsionnel et potentiellement dangereux. Mais la folie. Absolument, hein, de s'aventurer dans la folie. Et là, le psychanalyste rejoint le poète de façon bien sûr beaucoup plus maladroite, mais il ne vise pas à normaliser entre guillemets
le patient, non. Il cherche à lui permettre de s'approprier sa propre histoire de façon symbolique et même de garder sa folie, mais d'inverser le rapport qu'il a avec cette folie, de ne plus en être l'objet, mais d'en devenir le sujet, au sens grammatical du terme. Qui n'est plus sujet de la connaissance, mais acteur du désir. Absolument. Ça te convient comme formule? Tout à fait, tout à fait. Oui, absolument. Oui. Il peut être en même temps sujet de la connaissance, sujet de la science même, mais il y a cette part qui lui échappe, qui est le manque, le désir, le fond. Le manque à être, voilà. Le manque à s'accomplir dans sa totalité d'être humain. Ouais. Moi j'aimerais bien qu'on aille encore un peu plus loin dans cette analyse sur l'autre, car si tu as montré comment l'éveil de l'enfant se fait par l'autre, comment je construis ma propre réalité du moi, finalement, à partir de la relation avec autrui, en empathie, en sympathie, en amour, par l'amour, par la sympathie. Il y a aussi l'autre comme mon ennemi. Il y a aussi l'autre à qui je dois m'affronter, parce qu'il me met en danger. Donc cet autre-là, il existe aussi. Et comment parvenir à ce que je me reconnaisse dans lui aussi? Alors, la cure psychanalytique peut parfois parler de ça. Est-ce qu'il y a d'autres démarches? Je sais que tu effectues un travail auprès de jeunes qui sont en difficulté sociale, et donc là, peut-être tu rencontres ce problème-là, cette problématique. Comment accueillir l'autre, même s'il s'oppose à moi, si je suis en conflit avec lui? Tout à fait. C'est une spécificité de ma démarche, donc tous les psychanalystes ne seraient pas d'accord avec ça. Je le dis en prémisse, mais c'est l'association SOS pour laquelle je travaille toutes les nuits, d'où ma fatigue probablement très visible, qui m'amène donc à intervenir auprès de sujets marginaux, en grande souffrance psychique, liés à leur exclusion sociale. Et donc, effectivement, on peut se demander où est l'œuf et où est la poule. Est-ce que c'est leur pathologie psychique qui les a amenés dans la marginalité sociale ou l'inverse? Bon, on ne peut pas généraliser, mais en tout cas, il s'agit pour l'intervenant d'aller vers son patient dans ces cas-là, c'est-à-dire dans un esprit de mêmeté, pas d'altérité. Donc quelque chose de très maternant. Alors là, il y a effectivement, on arrive là aux limites du langage, parce qu'on n'a pas de métalangage. Donc c'est l'autre maternel, mais en même temps, il y a une relation de mêmeté à la mère au départ, dans cet espace fusionnel. Et pour s'aventurer à prendre en charge ces gens qui sont très souvent à la marge, pas seulement socialement, mais aussi psychologiquement, c'est-à-dire dans une... L'autre était là. L'autre est partout. Absolument. Donc, il s'agit d'entrer dans cette relation duel, d'abord, de mêmeté, et du petit art, dans un même temps, on peut dire, avant d'y introduire du tiers, du paternel, si tu veux. Et voilà. Je te laisse enchaîner parce que je te sens extrêmement sensible à ce type de sujet. Je suis extrêmement content de ça. Tout à fait, oui. Alors, finalement, quand tu parles de mêmeté, je ne sais pas si ça correspond à la notion de semblable, mais dans l'autre, je peux voir quelqu'un qui est complètement différent de moi, et en même temps, je peux voir quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un qui est le même que moi. Alors, là, peut-être tu étais sur un concept beaucoup plus psychanalytique, rallié à la mère, voilà. Mais je pense qu'on peut aussi aller dans ce sens-là,
que finalement, autrui, c'est cette ambiguïté-là. C'est cette ambiguïté d'être à la fois un autre, quelqu'un de différent, et pourtant si proche, et pourtant semblable. Alors, semblable sur le plan de l'être humain, en quoi il me ressemble, en ce sens qu'il est un être humain à part entière, avec les mêmes types de fonctionnement. Simplement, on se trouve parfois en opposition, parce qu'il y a des réalités qui sont antagonistes, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de lever ces ambiguïtés? Et là, on rejoint peut-être le problème de l'éducation. Comment faire pour éviter qu'il y ait ces antagonismes à l'intérieur des sociétés ou entre les civilisations? Oui, absolument. Alors, si tu veux, je vais te lire un texte que j'ai écrit. Ah, mais non, je te laisse. Non, c'était trop vaste pour moi, donc je te le laisse. J'apporte un concept, c'est tout. Hein. Bien sûr. J'ai écrit deux poèmes, et dans lesquels il y a un mot qui est un néologisme, hein, je me l'approprie, c'est autritude. L'autre, en tant qu'il fait partie d'une entité, de quelque chose qui est de l'ordre de l'humain en général. C'est l'autritude dans laquelle je suis moi-même. Hein, voilà. Le premier, il concerne non seulement l'être humain, mais également les animaux. D'ailleurs, Rimbaud parle aussi de ça. Il concerne les animaux même. Voilà, alors. Devenir chien. Surgissent ces visages, toujours comme des voyeurs, avec ces échappatoires de regard, tendus comme une exigence, où se noie toute identité, dans cette impossibilité d'effacer l'autre, avec ces regards indispensables, vissés au ventre, comme la dimension incoercible d'un silence infini, où je me sens devenir chien, étonné d'autant d'autritude, où défilent des fantasmes de harangue, où le miroir ovale régurgite la saveur d'un peut-être, où je n'existe pas encore, mais qui est là, comme en suspens. Autritude, légèrement tendue hors d'elle-même, dans un froissement inaudible, que je perçois seulement à ce tremblement élégant qui la rend encore plus belle, où frémissent aussi avec candeur ses narines purpurines comme des éclats de beauté. Il demeure, comme une volupté, une symphonie dans la sensualité du contenu, où s'incurve le regard lui-même, comme rendu à sa propre extériorité. À cette solitude insupportable qui lance des appels, qui ne se supporte plus comme un appendice de la peur, celle-là même vissée au ventre, comme un interstice de la douleur, mais aussi emportée par ce vent des libertés, qui peut enfin arracher aux étoiles ce scintillement baroque où se niche la folie, dans sa recherche éperdue des monstres qui la hantent, dans son extrême difficulté à rejoindre mon autritude, elle, ma candide compagne aimée, la source définitive de mon désir. Voilà, donc autritude, je le lance comme une bouée à la mer, comme une bouteille à la mer, avec son message, qui fait que on peut être autre sans être l'ennemi, on peut être autre sans être la fusion, on peut être autre précisément dans cette compréhension d'un regard, d'une manière d'être pour l'autre, hein, d'être pour autrui et d'être dans le partage. Tout à fait. De qui est ce texte? De moi. Magnifique. Magnifique. Voilà, comme je suis magnifique. Voilà un idéal, effectivement, que j'ajouterai à tous les autres idéaux de la psychanalyse, et même personnel, car là, il s'agit de ne pas faire là ce que Lacan appelait la politique de l'autrui, hein, c'est-à-dire de se défausser sur l'autrui pour expliquer son propre malheur du matin au soir, et de plus rien faire, sous prétexte de la justice, etc. Mais
exactement le contraire, d'envisager l'altérité comme quelque chose d'intéressant, pas de facile à aborder, mais je dirais peut-être avec l'amour. Je l'ai entendu entre les lignes, c'est-à-dire un sentiment beaucoup plus complexe que la haine. Lacan disait, aimer, c'est vouloir donner ce qu'on n'a pas à celui qui n'en veut pas. C'est bien parti. Il parlait effectivement de l'objet perdu, c'était une boutade lacanienne classique. La mer ou la mer fantasmée, c'est l'objet perdu. Et ce qui est le plus précieux qu'on possède, ou qu'on ne possède pas plutôt. Et c'est ça qu'on veut donner à l'autre, qui lui, non seulement n'en sait rien, parce que pour lui c'est tout autre chose, et qui n'en veut en aucun cas. C'est ça l'amour, et c'est peut-être l'un des fondements des nombreux conflits dans le couple humain, contrairement à toutes les espèces, les autres espèces animales. Mais bon, juste une petite parenthèse. Est-ce que la folie, ce ne serait pas précisément ce trop-plein d'amour qu'on n'arrive pas à donner? Alors, oui, alors, la folie au sens positif, oui, bien sûr, absolument, bien sûr. Au sens où ce serait un symptôme subi, ce serait l'objet qui ne serait pas bien manquant, qui serait encore trop présent, qui reviendrait sous forme d'hallucination, etc., de délire, de cauchemar, enfin nous déranger. Et c'est là où l'analyse, par la parole, nous permet de nous en séparer, mais de façon pacifique, pacifiante, par le symbole, ce qui lie quand même. Tout n'est pas perdu, sinon le deuil, ça serait une triste affaire. Mais non, on récupère par la parole ce qu'on a perdu dans le réel. En l'occurrence, la mer ou la mer fantasmée. Mais ça, c'est la condition, je dirais, du bien-être. Cette perte initiale de notre matin. Et c'est aussi la condition de l'amour. Alors que la haine, non. La haine trouve ses fondements dans la relation très précoce à la mère, où la bonne et la mauvaise mère, celle qui ne vient pas tout de suite quand on demande le biberon, ou le sein, avec un peu de chance, et la mère tarde à venir. Alors, l'enfant connaît le premier sentiment de sa vie, c'est la haine. Bien avant l'amour. Ça vient beaucoup plus tard. C'est une fois qu'il s'est un petit peu séparé de la mère qui fera connaissance de ce sentiment-là, qu'est l'amour. Plus difficile, plus complexe, mais qui est ce qu'on appelle le transfert en analyse, et qui est la clé, à mon avis, de ton écrit et de cet idéal de justement trouver à nous allier, quelles que soient nos idéologies, nos croyances, nos délires respectifs. D'accord. Je crois qu'on a fait un bon bout de chemin ensemble quand même. Alors, tout en continuant à parler, là, j'avais envie de vous parler de ce qui m'est arrivé le 7 janvier cette année, lorsqu'il y a eu l'attaque sur Charlie Hebdo. Et que j'étais tellement abasourdi, tellement effondré, que j'étais incapable d'écrire pendant au moins un mois un texte sur cette émotion que j'avais pu ressentir. Et c'était peut-être intéressant de ne pas l'écrire à chaud, parce que du coup, le texte a pu s'enrichir d'une réflexion un peu plus large, un peu plus générale, et finalement j'ai travaillé sur ce ressenti social qu'il y a eu autour de ces événements, et en guise de réflexion, j'ai écrit un long poème sur Charlie, où j'exprime à la fois
ce désarroi, mais en même temps le besoin que nous avons de comprendre l'autre, de nous comprendre. Et ça, même lorsqu'il s'agit des assassins, on sent qu'il y a eu un manque, quelque part, d'amour, un manque d'aller vers l'autre, d'être dans l'autritude. Alors, si vous voulez, je peux passer à cette lecture, et peut-être ça nous fournira encore des éléments de discussion, parce qu'après on va peut-être passer à un échange avec vous. Et Jo, vous n'avez pas parlé de jeu et un autre au niveau des jumeaux. Ah. Allez, on peut en parler avant, peut-être. Au niveau Les jumeaux. des jumeaux. Celui-là, frère jumeau. Effectivement. Et nous deux, nous sommes jumeaux. Ah oui, d'accord. Effectivement, donc si on a des cas cliniques concrets, ça devient hautement intéressant. Oui, bien sûr, en principe, l'analyse doit d'abord écouter, pas prendre les devants, parce que chaque cas est singulier. Mais bon, il y a quand même heureusement des points communs. S'il n'y avait pas de points communs, il n'y aurait pas de psychologie. Il y aurait une psychologie par personne, et donc pas de science relativement universelle. Oui, la gémellité, effectivement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans le destin humain. Parce que il y a là quelque chose, je dirais, une chance inouïe de rester dans la mêmeté sans tomber dans la folie. Donc d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Et ça, pas tout le monde a cette chance-là. Mais à condition, bien sûr, de bien le vivre et de le symboliser par moment, d'en parler, pas forcément avec des mots, mais de le signifier à nous. La complicité et la singularité. Alors, elle cite effectivement notre gémellité partagée d'une certaine façon. Et personnellement, j'ai vécu surtout l'enfance comme un moment très fort de gémellité. Et puis, il y a eu une séparation qui s'est opérée à l'entrée en 6e, donc déjà assez jeune, 11 ans, 10 ans, 11 ans. Et là, on n'était pas dans la même classe avec mon frère, et donc la relation avec les autres, précisément, a fait que nous étions moins ensemble. Donc, pour les jumeaux, effectivement, l'enfance est complètement fusionnelle. On peut même s'identifier à l'autre aussi bien qu'à soi-même. Il y a échange de moi, là, on est le nous, mais on est le jeu de l'autre aussi. Voilà. Et donc, moi, j'ai eu deux paliers comme ça. En fin de terminale aussi, j'ai redoublé, j'ai échoué au bac. Et donc ça a creusé encore un peu l'écart. Là-dessus tombe mai 68, qui fait que boum, moi j'explose dans la mouvance, alors que lui était tenu à l'écart. Voilà, d'où résultat des courses, on s'ignore presque, comme on vit des vies complètement différentes et qui n'ont plus rien à voir avec la gémellité. Mais en même temps, comme dit Zazo, par exemple, le jumeau, il a intérêt à se singulariser, il a intérêt à sortir précisément de cette forme d'autritude ou d'altérité. C'est difficile à employer le mot exact. En tout cas, à quitter le syndrome de jonction pour se développer en tant que personne individuelle. Et alors qu'elles deux, elles ont vécu beaucoup plus longtemps leur gémellité fusionnelle, en partageant même le même homme comme partenaire, etc., à 2 reprises, avant moi quelqu'un d'autre, etc. Et voilà, donc il y a eu et encore, quand elles parlent, l'une finit la phrase de l'autre, quoi. Il y a
Lacan, dans cette extrême fusion télépathique, en fait, même, en quelque sorte. Voilà, donc je crois que, certes, il y a le ferment originel qui fait que, à condition que ce soit évidemment des jumeaux réels, quoi, qui homozygotes, mais ensuite, tout le vécu qu'on peut avoir va faire que précisément chacun trouve sa distinction. Tout à fait. Et ça, justement, fait tout de suite penser à ce concept qui a divisé Freud et Jung, celui de synchronicité, où chacun avait sa propre théorie. Freud disait que si on a vécu pendant longtemps avec une personne, par exemple dans un couple, on intériorise le temps de l'autre. Il met tant de temps pour faire telle chose. Et il peut aller à l'autre bout du monde et faire 7 ans plus tard exactement la même chose que l'autre. Donc ça s'explique de façon assez concrète et logique pour Freud, intelligible, presque visible. Alors que pour Jung, il y a quelque chose de plus proche du surnaturel, c'est-à-dire, mais en tout cas de spirituel, qui est vraiment lié. Et comme moi je dirais, parfois il y a là des phénomènes que moi je dirais on ne peut pas encore les expliquer, on doit les accepter comme entre guillemets paranormaux, en tout cas pas encore explicables pour l'instant, sans trancher d'emblée pour l'un ou l'autre. Et la gémellité était le point de départ de cette relation. C'est assez extraordinaire que justement, c'est quand même, ce qui prime, c'est quand même après le vécu de chacun, et la vie qui va donner quand même l'occasion d'exprimer tel ou tel aspect de relationnel. Et qu'il n'y a pas un déterminisme psychologique comme ça. Que, heureusement, les rencontres 68, l'humanité révolutionnaire, etc., nous amènent à trouver du nouveau, où que ce soit et quand que ce soit. On peut peut-être demander s'il y a des gens qui ont envie d'échanger. Hein, tout à fait. Si vous voulez poser des questions sur quelque chose. Personne n'a des questions? C'est juste une petite anecdote, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Quand vous étiez ensemble et que l'une finissait les phrases de l'autre, pour les gens extérieurs, c'était vraiment difficile à supporter. Vous parliez en stéréo, c'était très étonnant. Et on avait beaucoup de mal. Mais c'est dit en toute amitié. Et quelquefois, je me suis demandé comment j'ai fait pour les supporter. Oui. C'était parce que j'étais jumeau, je crois. En tout cas, ça a dû m'aider. Je pense que ça a dû t'aider parce que ceux qui n'avaient pas cette particularité, c'était plus difficile. Sinon, je pense que peut-être Oui, Fred... si. Ah, tu veux dire quoi? Tu pourrais revenir, s'il te plaît, sur cette notion de synchronicité qui apparemment opposait Freud et Jung. C'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. Oui. Actuellement, il semblerait qu'il y ait depuis longtemps, quelques avancées côté physique quantique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'en suis pas habilité. Mais bon, quand même, cette synchronicité ne serait pas qu'une illusion surnaturelle, ésotérique ou je ne sais quoi. Ça a l'air quand même... moi, ça m'est arrivé quelquefois de vivre des moments comme ça, un peu tombé du ciel, entre guillemets, et sans explication particulière, quelque chose qui échappe en tout cas. Donc moi, je crois qu'il y a quelque chose, tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas, tu as assisté à des choses qui te paraissent inexplicables. Je n'ai pas la prétention d'expliquer quoi que ce soit, je suis bien incapable. Mais moi, ça me semble... tout à fait plausible et tenir la route, même si ça nous dépasse. Et peut-être que Freud, de ce point de vue-là, chez moi, il était un peu enfermé dans son carcan
de vouloir à tout prix que sa science devienne une vraie science et d'être reconnue par les pairs d'un médecin à l'autre pour ne pas se mettre au dos comme il l'a fait. Il me semble que Jung, de ce point de vue-là, il a eu peut-être plus de courage, pas plus de volonté ou je ne sais quoi, alors que si Freud il était allé lui-même, parce que je pense, le peu que j'en ai lu, il avait un petit peu l'intuition de ça quand même, mais peut-être qu'il se l'a interdit. Enfin voilà. Alors, voilà, bon, ça c'est une autre question. Effectivement, au niveau du courage, je les mettrai à égalité. Hein. Oui, non, mais pas dans ce sens-là. Il ne pas aller là. Il ne pas aller là. Non. Mais par contre, effectivement, ta question est extrêmement intéressante parce qu'avec Françoise, aussi, je ne sais pas, avec Nadjet, on discute beaucoup de ce concept et on n'est pas d'accord sur tout. Françoise a beaucoup de références, tout à l'heure si tu veux en parler d'ailleurs, ce serait intéressant, mais en tout cas, effectivement, hein, on constate l'existence de ce phénomène, ça on ne le nie absolument pas, hein. C'est juste, on est démunis pour l'instant, on n'a pas d'appareil théorique pour l'expliquer. Alors il y a cette découverte, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, du 100e singe. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Bon, il faut dire qu'elle a été publiée il y a deux jours. Donc, il s'agit de colonies de singes vivant sur les îles anciennement japonaises entre le Japon et les Philippines, hein, qui ont été ensuite occupées par les Américains et récupérées par les Philippines, aujourd'hui entièrement peuplées de singes, excusez-moi, je ne me souviens plus de quelle famille, mais qui se sont mis sur une première île à prendre des fruits, des légumes, ce qu'ils trouvaient, et à les laver dans l'eau de mer, et à trouver qu'elles avaient meilleur goût une fois lavées. Et une fois, on a mis des années à s'en apercevoir, bien sûr, hein, il y avait des scientifiques sur place, ils ne comprenaient absolument pas ce qui se passait. Une fois qu'il y avait un 100e singe qui s'était mis à laver, par exemple, une patate douce ou ce qui poussait là-bas, et bien sur une île voisine dans le Pacifique, ça veut dire 200 km plus loin, sans communication entre ces singes, et bien les singes de la prochaine île se mettaient aussi à faire ça. Et ainsi de suite, maintenant toutes les îles là-bas, les singes lavent leurs patates, leurs légumes, sans téléphone, etc. Donc vous pouvez les faire. Alors, on se demande, effectivement, il y a des gens qui sont dans l'espoir actuellement dans une petite communauté de scientifiques dans les Cévennes, qui sont à la fois des psychologues, des agriculteurs, des bio, etc., qui se sont aperçus qu'on est arrivé à 4% de la population mondiale qui en a assez des pesticides, etc., où que ce soit dans le monde. Hein. Et que si cette théorie du 100e singe s'appliquait à l'être humain, si on arrivait à 5%, alors je ne sais pas comment ils l'ont calculé, mais il y aurait une possibilité de basculement, qu'on abandonnerait la croissance effrénée et la catastrophe climatique, etc., dans laquelle on court. Donc là, il y a quelque chose que personnellement, je rattacherais à la synchronicité, de loin peut-être. Et sur le plan psychologique, n'en parlons pas. C'est absolument énorme, hein, les phénomènes qui se passent d'un bout du monde à l'autre. François, je ne sais pas si... Moi, je vais dire 2-3 mots pour... Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui savent déjà peut-être pas ce que c'est que le mot synchronicité. Donc la synchronicité, c'est lorsque deux événements qui semblent ne pas être liés par la cause, c'est-à-dire A causal, le A qui est privatif et la cause plus loin, d'un seul coup sont reliés par le sens. C'est-à-dire, vous avez le désir
Bon, je vais vous raconter juste une anecdote. J'étais perdue dans le désert et en Mauritanie, donc pour ceux qui savent que je vais en Mauritanie, et il fallait absolument qu'on trouve une pierre ponce pour le tuyau d'échappement qui était le tuyau d'essence qui était crevé pour pouvoir colmater le trou. Et d'un seul coup, on m'a dit il faut trouver une pierre ponce. Ça semblait tout à fait improbable. Bon, et bizarrement, il semblerait que l'univers s'organise quand on a un désir très clair, qu'on n'est pas parasité par d'autres pensées, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'instant présent, avec un désir très clair et très profond. Bon, je suis partie tout droit, j'ai fait comme j'avais vu les hommes du désert faire quand ils cherchaient du bois alors qu'il y avait que des rochers et du sable, ils en trouvaient. Donc j'ai dit bon, là c'est une question de survie. Et là, mon désir était très fort, c'était une question de survie. Hein. Eh bien j'ai foncé tout droit et j'ai fini par trouver une pierre ponce qui apparemment en plus devait dater d'il y a longtemps. Il y avait des marques, elles avaient peut-être servi à tailler des petites flèches, je ne sais pas. Bon, ça, voilà, ça semble pas, c'est ça qu'on appelle par exemple la synchronicité, c'est-à-dire à un moment donné, on a le désir de quelque chose ou de rencontrer quelqu'un, et que là, quand on se dit, ah, c'est le hasard. C'est-à-dire que c'est ce qu'on, les Africains ils disent, le hasard c'est Dieu qui a décidé, qui passe sans avoir fait parler de lui, et il y a Einstein qui a dit, le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Finalement, ils disent la même chose, voilà. Donc c'est quelque part quelque chose qui nous échappe et qu'on ne peut pas expliquer par la science, puisque la science, elle s'occupe d'expliquer l'objet, alors que tout ce qui relève de la synchronicité et de tout ce qui est peut-être spirituel et que pour l'instant on n'a pas d'explication, c'est la science qui explique le sens, hein, tout ce qui est relié au symbole. Et là, pour l'instant, c'est autre chose, c'est un autre domaine. Voilà, je n'irai pas plus loin. On a le A et le Z, mais il nous manque l'explication entre voilà, les deux. C'est ça. Mais je serai le dernier à nier la réalité de ce constat. Voilà. Mais je suis démuni avec mon appareil théorique. Pour l'instant, je ne pourrais pas donner d'explication à ça. Désolé. Si c'est possible, peut-être, puisque vous êtes intéressé par la synchronicité, donner le point de vue de la littérature. Vas-y, tout à fait. Pas tout à fait la poésie, hein, c'est un livre de Denis Grozdanovich qui s'appelle La puissance discrète du hasard. Et donc, il cite évidemment la notion de synchronicité, puisqu'il parle du hasard. Et donc, c'est vraiment une œuvre littéraire. Ça n'a pas la prétention de prouver quelque chose, ni de voir valeur, etc. Mais c'est intéressant en termes de réflexion, si je peux me permettre, comme un miroir qui réfléchit. Parce qu'on lit et on déambule à travers ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous racontent, parfois sous forme d'anecdotes, etc. Et on peut à un moment donné être saisi par cette sensation donc, de synchronicité, sans se poser la question de savoir si c'est spirituel, analytique, machin, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose de littéraire. Denis Grozdanovich, La puissance discrète du hasard, je ne sais pas si tu connais, c'est très beau. Oui, voilà. absolument. Et aussi, je le lis dans le contexte de la naissance des langues. Effectivement, on sait aujourd'hui que les langues sont nées d'un bout à l'autre du monde, à peu près en même temps. Il y a à peu près 60 000 ans. Il y a des linguistes qui arrivent à calculer un petit peu quand même l'évolution phonétique et savoir l'âge d'une langue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres langues avant, hein, mais des langues différentes, le japonais, le celte, le wolof, etc., sont nés en même temps, à des endroits différents du monde, hein, sans aucun contact. Donc, assez extraordinaire, sachant que c'est la langue qui fonde notre pensée et pas l'inverse. Mais il y a un courant de pensée qui pense à une proto-langue. Pardon ? Il y a un courant de pensée qui défend une autre hypothèse d'une proto-langue unique. Oui, de Chomsky et Noam Chomsky. Malheureusement, il y a trop de faits empiriques qui ont contredit son hypothèse, ça aurait été magnifique. Noam Chomsky est effectivement... Otitude, légèrement tendue hors d'elle-même, dans un froissement inaudible que je perçois seulement à ce tremblement élégant
qui la rend encore plus belle, où frémissent aussi avec candeur ses narines purpurines comme des éclats de beauté. Il demeure comme une volupté, une symphonie dans la sensualité du corps, où s'incurve le regard lui-même comme rendu à sa propre extériorité. À cette solitude insupportable qui lance des appels, qui ne se supporte plus comme un appendice de la peur, celle-là même vissée au ventre, comme un interstice de la douleur, mais aussi emportée par ce vent des libertés, qui peut enfin arracher aux étoiles ce scintillement baroque où se niche la folie, dans sa recherche éperdue des monstres qui la hantent, dans son extrême difficulté à rejoindre mon autritude. Elle, ma candide compagne aimée, la source définitive de mon désir. Voilà, donc autritude, je le lance comme une bouée à la mer, comme une bouteille à la mer, avec son message, qui fait que on peut être autre sans être l'ennemi, on peut être autre sans être la fusion, on peut être autre précisément dans cette compréhension d'un regard, d'une manière d'être pour l'autre, hein, d'être pour autrui et d'être dans le partage. Tout à fait. De qui est ce texte? De moi. Magnifique. Magnifique. Voilà, comme je suis magnifique. Ça va changer. Voilà un idéal, effectivement, que j'ajouterai à tous les autres idéaux de la psychanalyse, et même personnelle, car là, il s'agit de ne pas faire là ce que Lacan appelait la politique de l'autrui, hein, c'est-à-dire de se défausser sur l'autrui pour expliquer son propre malheur du matin au soir, et de plus rien faire, hein, sous prétexte de la justice, etc. Mais exactement le contraire, hein, d'envisager l'altérité comme quelque chose d'intéressant, pas de facile, hein, à aborder, mais je dirais peut-être avec l'amour. Je l'ai entendu entre les lignes, c'est-à-dire un sentiment beaucoup plus complexe que la haine. Lacan disait, aimer, c'est vouloir donner ce qu'on n'a pas à celui qui n'en veut pas. C'est bien partout. Il parlait effectivement de l'objet perdu, hein, ce qui est boutade lacanienne classique. La mère ou la mère fantasmée, hein, c'est l'objet perdu. Et ce qui est le plus précieux qu'on possède, ou qu'on ne possède pas plutôt. Hein. Et c'est ça qu'on veut donner à l'autre, qui lui, non seulement n'en sait rien, parce que pour lui c'est tout autre chose, hein, et qui n'en veut en aucun cas. Hein. C'est ça l'amour, et c'est peut-être l'un des fondements des nombreux conflits dans le couple humain, contrairement à toutes les espèces, les autres espèces animales. Mais bon, juste une petite parenthèse. Est-ce que la folie, ce ne serait pas précisément ce trop-plein d'amour qu'on n'arrive pas à donner? Alors, oui, alors, la folie au sens positif, oui, bien sûr, absolument, bien sûr. Hein? Au sens où ce serait un symptôme subi, ce serait l'objet qui ne serait pas bien manquant, qui serait encore trop présent, qui reviendrait sous forme d'hallucination, etc., hein, de délire, de cauchemar, enfin nous déranger. Et c'est là où l'analyse, par la parole, nous permet de nous en séparer, mais de façon pacifique, pacifiante, par le symbole, ce qui lie quand même. Hein. Tout n'est pas perdu, sinon le deuil, ça serait une triste affaire. Hein. Mais non, on récupère par la parole ce qu'on a perdu dans le réel. Hein. En l'occurrence, la mère ou la mère fantasmée. Mais ça, c'est la condition, je dirais, du bien-être. Hein. Cette perte inégale de l'autre maternel. Et c'est aussi la condition de l'amour. Alors que la haine, non. Hein, la haine trouve ses fondements dans la relation très précoce à la mère, où la bonne et la mauvaise mère, hein, celle qui ne vient pas tout de suite quand on demande le biberon, ou le sein,
avec un peu de chance. Et la mère tarde à venir. Alors, l'enfant connaît le premier sentiment de sa vie, c'est la haine. Bien avant l'amour. Hein, ça vient beaucoup plus tard. C'est une fois qu'il s'est un petit peu séparé de la mère, qui fera connaissance de ce sentiment-là, qu'elle a plus difficile, plus complexe, mais qui est ce qu'on appelle le transfert en analyse, et qui est la clé, à mon avis, de ton écrit et de cet idéal de justement trouver à nous allier, quelles que soient nos idéologies, nos croyances, nos délires respectifs. D'accord. Je crois qu'on a fait un bon bout de chemin ensemble quand même. Alors, tout en continuant à parler, là, j'avais envie de vous parler de ce qui m'est arrivé le 7 janvier cette année, lorsqu'il y a eu l'attaque sur Charlie Hebdo. Et que j'étais tellement abasourdi, tellement effondré, que j'étais incapable d'écrire pendant au moins un mois un texte sur cette émotion que j'avais pu ressentir. Et c'était peut-être intéressant de ne pas l'écrire à chaud, parce que du coup, le texte a pu s'enrichir d'une réflexion un peu plus large, un peu plus générale. Et finalement, j'ai travaillé sur ce ressenti social qu'il y a eu autour de ces événements. Et en guise de réflexion, j'ai écrit un long poème sur Charlie, où j'exprime à la fois ce désarroi, mais en même temps le besoin que nous avons de comprendre l'autre, de nous comprendre. Et ça, même lorsqu'il s'agit des assassins, on sent qu'il y a eu un manque, quelque part, d'amour, un manque d'aller vers l'autre, d'être dans l'autritude. Alors, si vous voulez, je peux passer à cette lecture, et peut-être ça nous fournira encore des éléments de discussion, parce qu'après on va peut-être passer à un échange avec vous. Et Jo, vous n'avez pas parlé de jeu est un autre au niveau des jumeaux. Ah. Allez, on peut en parler avant, peut-être. Au niveau Les jumeaux. des jumeaux. Ah, Celui-là, le frère jumeau, et effectivement. moi, et nous deux, nous sommes jumeaux. Ah oui, d'accord. Effectivement, donc si on a des cas cliniques concrets, ça devient hautement intéressant. Oui, bien sûr, en principe, l'analyse doit d'abord écouter, hein, pas prendre les devants, parce que chaque cas est singulier. Hein. Mais bon, il y a quand même heureusement des points communs. Hein. S'il n'y avait pas de points communs, il n'y aurait pas de psychologie. Il y aurait une psychologie par personne et donc pas de science relativement universelle. Oui, la gémellité, effectivement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, hein, dans le destin humain, parce que il y a là quelque chose, je dirais, une chance, hein, inouïe de rester dans la mêmeté sans tomber dans la folie. Donc d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Et ça, pas tout le monde a cette chance-là. Hein, mais à condition, bien sûr, hein, de bien le vivre et de le symboliser par moment. Hein, d'en parler, pas forcément avec des mots, mais de le signifier à nous. Hein, la complicité et la singularité. Alors, elle cite effectivement notre gémellité partagée d'une certaine façon. Et personnellement, j'ai vécu surtout l'enfance comme un moment très fort de gémellité. Et puis, il y a eu une séparation qui s'est opérée
à l'entrée en 6e, donc déjà assez jeune, 11 ans, 10 ans, 11 ans, et là, on n'était pas dans la même classe avec mon frère, et donc la relation avec les autres, précisément, a fait que nous étions moins ensemble. Donc, pour les jumeaux, effectivement, l'enfance est complètement fusionnelle. On peut même s'identifier à l'autre aussi bien qu'à soi-même. Il y a échange de moi, là, on est le nous, mais on est le jeu de l'autre aussi. Hein. Voilà. Et donc, moi, j'ai eu deux paliers comme ça. En fin de terminale aussi, j'ai redoublé, j'ai échoué au bac. Et donc, ça a creusé encore un peu d'écart. Là-dessus tombe mai 68, qui fait que, boum, moi, j'explose dans la mouvance, alors que lui était tenu à l'écart. Voilà. D'où, résultat des courses, on s'ignore presque, comme on vit des vies complètement différentes, et qui n'ont plus rien à voir avec la gémellité. Mais en même temps, comme dit Zazo, par exemple, le jumeau, il a intérêt à se singulariser, hein, il a intérêt à sortir précisément de cette forme d'autritude ou d'altérité. C'est difficile à employer le mot exact. En tout cas, à quitter le syndrome de jonction pour se développer en tant que personne individuelle. Et alors qu'elles deux, elles ont vécu beaucoup plus longtemps leur gémellité fusionnelle, hein, en partageant même le même homme comme partenaire, etc., à 2 reprises, avant moi quelqu'un d'autre, etc. Et voilà, donc il y a eu et encore, quand elles parlent, l'une finit la phrase de l'autre, quoi. Il y a encore cette extrême fusion télépathique, en quelque sorte. Voilà, donc je crois que, certes, il y a le ferment originel qui fait que, à condition que ce soit évidemment des jumeaux réels, quoi, qui ont homozygotes, mais ensuite tout le vécu qu'on peut avoir va faire que précisément chacun trouve sa distinction. Tout à fait. Et ça, justement, fait tout de suite penser à ce concept qui a divisé Freud et Jung, celui de synchronicité, où chacun avait sa propre théorie. Freud disait que si on a vécu pendant longtemps avec une personne, par exemple dans un couple, on intériorise le temps de l'autre. Il met tant de temps pour faire telle chose. Et il peut aller à l'autre bout du monde et faire 7 ans plus tard exactement la même chose que l'autre. Donc ça s'explique de façon assez concrète et logique pour Freud, intelligible, presque visible. Alors que pour Jung, il y a quelque chose de plus proche du surnaturel, c'est-à-dire, mais en tout cas de spirituel, qui est vraiment lié. Et comme moi je dirais, parfois il y a là des phénomènes que moi je dirais on ne peut pas encore les expliquer, on doit les accepter comme entre guillemets paranormaux, en tout cas pas encore explicables pour l'instant, sans trancher d'emblée pour là. Et la gémellité était le point de départ de cette relation. C'est assez extraordinaire que justement, c'est quand même, ce qui prime, c'est quand même après le vécu de chacun, et la vie qui va donner quand même l'occasion d'exprimer tel ou tel aspect de relationnel. Et qu'il n'y a pas un déterminisme psychologique comme ça. Que, heureusement, les rencontres 68, l'humanité révolutionnaire, etc., nous amènent à trouver du nouveau, où que ce soit et quand que ce soit. On peut peut-être demander s'il y a des gens qui ont envie d'échanger. Hein, tout à fait.
si vous voulez poser des questions sur quelque chose. Personne n'a des questions? C'est juste une petite anecdote, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Quand vous étiez ensemble et que l'une finissait les phrases de l'autre, pour les gens extérieurs, c'était vraiment difficile à supporter. Vous parliez en stéréo, c'était très étonnant. Et on avait beaucoup de mal. Mais c'est dit en toute amitié. Et quelquefois, je me suis demandé comment j'ai fait pour les supporter. Oui. C'était parce que j'étais jumeau, je crois déjà. En tout cas, ça a dû m'aider. Je pense que ça a dû t'aider, parce que ceux qui n'avaient pas cette particularité, c'était plus difficile. Sinon, je pense que peut-être Oui, Fred... si. Ah, tu veux dire oui. Tu pourrais revenir, s'il te plaît, sur cette notion de synchronicité qui apparemment opposait Freud et Jung. C'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. Oui. Actuellement, il semblerait qu'il y ait actuellement, depuis longtemps, quelques avancées côté physique quantique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'en suis pas habilité. Mais bon, quand même, cette synchronicité ne serait pas qu'une illusion surnaturelle, ésotérique ou je ne sais quoi. Ça a l'air quand même... moi, ça m'est arrivé quelquefois de vivre des moments comme ça, un peu tombés du ciel, entre guillemets, et sans explication particulière, quelque chose qui échappe en tout cas. Donc moi, je crois qu'il y a quelque chose, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas, tu as assisté à des choses qui te paraissent inexplicables. Je n'ai pas la prétention d'expliquer quoi que ce soit, je suis bien incapable. Mais moi, ça me semble... tout à fait plausible et tenir la route, même si ça nous dépasse. Et peut-être que Freud, de ce point de vue-là, chez moi, il était un peu enfermé dans son carcan de vouloir à tout prix que sa science devienne une vraie science et d'être reconnu par les pairs mais ça l'autre pour ne pas se mettre au dos comme il l'a fait. Il me semble que Jung, de ce point de vue-là, il a eu peut-être plus de courage, pas plus de volonté ou je ne sais quoi, alors que si Freud y était allé lui-même, parce que je pense, le peu que j'en ai lu, il a un petit peu l'intuition de ça quand même. Mais peut-être qu'il se l'a interdit. Enfin voilà. Alors, voilà. Bon, ça c'est une autre question. Effectivement, au niveau du courage, je les mettrais à égalité. Hein. Oui, non, mais pas dans ce sens-là. Il ne pas aller là. Il ne pas aller là. Non. Mais par contre, effectivement, ta question est extrêmement intéressante parce qu'avec Françoise, aussi, je ne sais pas, avec Nadjet, on discute beaucoup de ce concept et on n'est pas d'accord sur tout. François a beaucoup de références tout à l'heure, si tu veux en parler d'ailleurs, ce serait intéressant, mais en tout cas, effectivement, on constate l'existence de ce phénomène, ça on ne le nie absolument pas. C'est juste, on est démunis pour l'instant. On n'a pas d'appareil théorique pour l'expliquer. Alors il y a cette découverte, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, du 100e singe. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Bon, il faut dire qu'elle a été publiée il y a deux jours. Donc, il s'agit de colonies de singes vivant sur les îles anciennement japonaises entre le Japon et les Philippines, qui ont été ensuite occupées par les Américains et récupérées par les Philippines, aujourd'hui entièrement peuplées de singes. Excusez-moi, je ne me souviens plus de quelle famille, mais qui se sont mis sur une première île à prendre des fruits, des légumes, ce qu'ils trouvaient, et à les laver dans l'eau de mer, et à trouver qu'elles avaient meilleur goût une fois lavées. Et une fois, on a mis des années à s'en apercevoir, bien sûr, il y a eu des scientifiques sur place, ils ne comprenaient absolument pas ce qui se passait. Une fois qu'il y avait un 100e singe qui s'était mis à laver, par exemple, une patate douce ou ce qui poussait là-bas, et bien sur une île voisine dans le Pacifique, ça veut dire 200 km plus loin, sans communication entre ces singes, et bien les singes de la prochaine île se mettaient aussi à faire ça. Et ainsi de suite, maintenant toutes les îles là-bas, les singes lavent leurs patates, leurs légumes.
son téléphone, etc. Donc, vous pouvez l'éteindre. Alors, on se demande effectivement, il y a des gens qui sont dans l'espoir actuellement dans une petite communauté de scientifiques dans les Cévennes, qui sont à la fois des psychologues, des agriculteurs, des bio, etc., qui se sont aperçus qu'on est arrivé à 4% de la population mondiale qui en a assez des pesticides, etc., où que ce soit dans le monde. Hein. Et que si cette théorie du centième singe s'appliquait à l'être humain, si on arrivait à 5%, alors je ne sais pas comment ils l'ont calculé, mais il y aurait une possibilité de basculement. Qu'on abandonnerait la croissance effrénée et la catastrophe climatique, etc., dans laquelle on court. Donc là, il y a quelque chose que personnellement, je rattacherais à la synchronicité de loin, peut-être. Et sur le plan psychologique, n'en parlons pas. C'est absolument énorme, hein, les phénomènes qui se passent d'un bout du monde à l'autre. Françoise, je ne sais pas si... Moi, je vais dire 2-3 mots pour... Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui savent déjà peut-être pas ce que c'est que le mot synchronicité. Donc la synchronicité, c'est lorsque deux événements qui semblent ne pas être reliés par la cause, c'est-à-dire A causal, le A qui est privatif et la cause plus loin, d'un seul coup sont reliés par le sens. C'est-à-dire, vous avez le désir... bon, je vais vous raconter juste une anecdote. J'étais perdue dans le désert et en Mauritanie, donc pour ceux qui savent que je vais en Mauritanie, et il fallait absolument qu'on trouve une pierre ponce pour le tuyau d'échappement qui était crevé, le tuyau d'essence qui était crevé, pour pouvoir colmater le trou. Et d'un seul coup, on m'a dit il faut trouver une pierre ponce. Ça semblait tout à fait improbable. Bon, et bizarrement, il semblerait que l'univers s'organise quand on a un désir très clair, qu'on n'est pas parasité par d'autres pensées, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'instant présent, avec un désir très clair et très profond. Bon, je suis partie tout droit, j'ai fait comme j'avais vu les hommes du désert faire quand ils cherchaient du bois alors qu'il y avait que des rochers et du sable, ils en trouvaient. Donc j'ai dit bon, là c'est une question de survie. Et là, mon désir était très fort, c'était une question de survie. Hein. Eh bien j'ai foncé tout droit et j'ai fini par trouver une pierre ponce qui apparemment en plus devait dater d'il y a longtemps. Il y avait des marques, elle avait peut-être servi à tailler des petites flèches, je ne sais pas. Bon, ça, voilà, ça semble pas... C'est ça qu'on appelle, par exemple, la synchronicité. C'est-à-dire, à un moment donné, on a le désir de quelque chose, ou de rencontrer quelqu'un, et que là, quand on se dit, ah, c'est le hasard. C'est-à-dire que c'est ce qu'on... Les Africains, ils disent, le hasard, c'est Dieu qui a décidé, qui passe sans avoir fait parler de lui. Et il y a Einstein qui a dit... le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Finalement, ils disent la même chose, voilà. Donc c'est quelque part quelque chose qui nous échappe et qu'on ne peut pas expliquer par la science, puisque la science, elle s'occupe d'expliquer l'objet, alors que tout ce qui relève de la synchronicité et de tout ce qui est peut-être spirituel et que pour l'instant on n'a pas d'explication, c'est la science qui explique le sens, hein, tout ce qui est relié au symbole. Et là, pour l'instant, c'est autre chose, c'est un autre domaine. Voilà, je n'irai pas plus loin. On a le A et le Z, mais il nous manque l'explication entre voilà, les deux. C'est ça. Mais je serai le dernier à nier la réalité de ce constat. Voilà. Mais je suis démuni avec mon appareil théorique. Pour l'instant, je ne pourrais pas donner d'explication à ça. Désolé. Si c'est possible, peut-être, puisque vous êtes intéressé par la synchronicité, donner le point de vue de la littérature. Vas-y, tout à fait. Pas tout à fait la poésie, hein, c'est un livre de Denis Grosdanovic qui s'appelle La puissance discrète du hasard. Et donc, il cite évidemment la notion de synchronicité, puisqu'il parle du hasard. Et donc, c'est vraiment une œuvre littéraire. Ça n'a pas la prétention de prouver quelque chose, ni de voir valeur, etc. Mais c'est intéressant en termes de réflexion, et si je peux me permettre, comme un miroir réfléchi. Parce qu'on lit et on déambule à travers ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous racontent, parfois sous forme d'anecdotes, etc.
Et on peut à un moment donné être saisi par cette sensation donc, de synchronicité sans se poser la question de savoir si c'est spirituel, analytique, machin, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose de littéraire. Denis Grosdanovic, La puissance discrète du hasard, je ne sais pas si tu connais, c'est très beau. Oui, Voilà. absolument. Et aussi, Je le lis dans le contexte de la naissance des langues. Effectivement, on sait aujourd'hui que les langues sont nées d'un bout à l'autre du monde, à peu près en même temps. Il y a à peu près 60 000 ans. Il y a des linguistes qui arrivent à calculer un petit peu quand même l'évolution phonétique et savoir l'âge d'une langue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres langues avant, hein, mais des langues différentes, le japonais, le celte, le wolof, etc., sont nés en même temps, à des endroits différents du monde, hein, sans aucun contact. Donc, assez extraordinaire, sachant que c'est la langue qui fonde notre pensée et pas l'inverse. Mais il y a un courant de pensée qui pense à une proto-langue. Pardon ? Il y a un courant de pensée qui défend une autre hypothèse d'une proto-langue unique. Oui, de Chomsky et Noam Chomsky. Malheureusement, il y a trop de faits empiriques qui ont contredit son hypothèse, ça aurait été magnifique. Noam Chomsky est effectivement... je me décalais en plus. Il s'agit d'une causerie. Donc nous allons causer. Et on ne sait pas du tout comment, vers où on va, comment on y va, mais on va creuser. Une causerie, ça pourrait être quelque chose à bâton rompu. Non, nous avons un thème, nous avons un sujet. Et ce sujet, lorsque Françoise m'a dit on cherche, et tout de suite j'ai pensé à une phrase de Rimbaud, je et que notre. Et donc, c'est une manière d'introduire, d'aller en fait plonger un regard philosophique sur une œuvre poétique. Je vous lis le texte de Rimbaud, c'est tiré de la lettre du voyant, à Paul Télémy. Car je est un autre. Si le cuivre s'éveille éclairant, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute. Je lance un coup d'archer. La symphonie fait son remuement dans les profondeurs. On vient d'un bond sur la scène. Si les vieux imbéciles n'avaient trouvé du moins que la signification fausse, nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un temps infini, ont accumulé les produits de leur intelligence borgnesse en s'en clamant les auteurs. Tout commence là. Ce moi et ces vieux imbéciles. Qui sont-ils? Eh bien, j'ai essayé de réfléchir à la chose et je me suis dit, mais le moi, c'est tout simplement Socrate. Connais-toi toi-même, connais ton moi. Or, on est là dans une conception du sujet de la connaissance. Le sujet de la connaissance, c'est celui à partir duquel la connaissance commence, s'impose, peut se développer. Donc, cette entité tout à fait artificielle finalement du moi, elle devient structurelle de notre culture. Elle devient ce qui va démarquer sans arrêt le regard de la connaissance, le regard philosophique. Connais-toi toi-même, ça signifie cela à partir de l'introspection, hein, du regard que je veux connaître sur cet acte de connaître, hein, qui est un acte de réflexion, eh bien, je peux édifier tout un savoir. C'est la maïeutique platonicienne. Hein. On commence par éveiller l'esprit de celui qui ne sait pas par un certain nombre de questions. Ce sont les dialogues platoniciens. Le moi est toujours au centre. Hein. Il y a un sujet de la connaissance. Il y a un chef d'orchestre du savoir. Et donc, on retrouvera ensuite, dans le processus de l'histoire, on pourra se lâcher Montaigne qui dit
Quand je te parle de moi, je te parle de vous, je parle de tout le monde. Le moi, il est universel. Et donc, connaître l'humanité, connaître les autres, c'est se connaître soi-même. Pascal fera un petit peu une petite chiquenaude à cette théorie. Il dira le sot projet que Montaigne a eu de se peindre. Et ce n'est pas la nature humaine qu'il a découvert, mais il a découvert que son propre moi. Alors, lorsque Rimbaud nous envoie ce carton, je dirais dans la gueule, nous envoie ce carton « Je est un autre », c'est une bombe dans l'ordre du savoir, c'est une bombe dans le discours philosophique et le discours poétique. C'est une bombe parce que, eh bien, si le je est un autre, le moi commence à se disloquer. Le moi, il se découvre non pas une intériorité qui le conforte, qui va lui permettre d'affirmer sa connaissance, mais au contraire, il s'interroge sur le bien fondé de cette connaissance. Et donc, le registre qui entre en jeu, ce n'est plus le moi comme chef d'orchestre de la connaissance, mais au contraire, l'interrogation sur le qui suis-je moi pour pouvoir parler de connaissance, etc. etc. C'est aussi un coup de pied dans la ruche, celle de Descartes, celle de Spinoza. Descartes, pour qui le cogito était, encore une fois, le fondement de toute connaissance. Et donc, tout notre édifice culturel est scientifique, parfois même pseudo-scientifique, qui va en découler. Donc, je est un autre, c'est déjà une façon d'anticiper, d'être en avant. Rimbaud dit toujours, la poésie sera en avant. On découvrira, le poète est visionnaire, il est voleur de feu, il découvre des choses qui n'ont pas encore été senties. Il découvre, mais il ne développe pas. Il a une intuition, en quelque sorte, il a une vision d'autre chose qui va, 30 ans plus tard, à peu près, c'est l'inconscient, c'est Freud, on sait alors qu'il y a autre chose que ce moi, bien carapassonné, dont Wilhelm Reich dira plus tard qu'il est une carapace, qu'il est une prison, un englument dans le sordide de la raison. Ce sordide de la raison qui est finalement ce qui va empêcher le désir d'émerger. Ce que fait Rimbaud, c'est tout simplement une ouverture au désir. Alors le désir, maintenant, il ne va pas surgir comme ça, comme une fleur. Parce que Freud, lui, quand il parle de sexualité infantile, personne ne veut l'entendre, c'est le grand tabou, c'est l'horreur. Donc on ne va pas lui faire de cadeaux. Et tout cela va montrer combien il est difficile finalement de sortir des carcans de cette mythologie de la connaissance, on pourrait dire, qui s'articule autour du monde. En effet. Tu pourrais me dire sur cette... Est-ce que c'est la bombe qui était... C'est tout à fait. Effectivement, le cogito ergo sum de Descartes a été renversé par la psychanalyse, et notamment Jacques Lacan, qui disait là où je pense, je ne suis pas. Pourquoi? Parce que l'inconscient, c'est le discours de l'autre. Et l'une des preuves, c'est que la langue que nous utilisons, c'est pas nous qui l'avons inventée. Elle nous vient de nos ancêtres, en tout cas de l'autre social. Et pourtant, elle nous permet d'établir un lien par le symbole, symbolon en grec, ce qui vit, et qui s'oppose d'ailleurs à l'enfer, au diable, le diabolos, ce qui dévie. Donc, voilà le projet analytique en une seule phrase. Alors, le projet... Alors, c'est intéressant parce que ce qui fait aussi l'intérêt de revenir, de partir de Rimbaud et d'y revenir automatiquement, c'est que Rimbaud a vécu des périodes
intensément douloureuse. Hein. Une saison en enfer, c'est véritablement la description d'un voyage intérieur absolument douloureux. Donc là, il découvre un certain nombre de choses sur sa propre réalité intérieure et cachée. Hein. C'est cette réalité cachée finalement qui se dévoile petit à petit. Et donc peut-être le silence de Rimbaud sera une révélation. À partir du moment où il découvre que ce qu'il écrit et ce qu'il vit ne signifie plus quelque chose de tangible et qui soit compris par les autres aussi, précisément, eh bien, surprenant tout le monde, il s'enfuit à Aden, il devient marchand d'armes, il devient, etc. Bon, il abdique complètement de cette société dans laquelle il se sentait, je suppose, complètement perdu ou non compris. Hein, non compris. Et alors, c'est René Char qui dit quelle bonne idée tu as eu, Rimbaud, de partir hein, de cette saloperie qu'on dit tous les jours. Hein, il y avait tout ça à faire. Quoi. Alors, puisque tu me lances sur Lacan, Lacan, c'est quand même aussi celui qui nous porte à dire toute la pensée, la conscience, elle est traversée par le langage. Nous sommes du langage. Nous sommes du langage. Et donc, à partir de là, où est... donc tout ça, c'est le structuralisme aussi qui va se développer avec Foucault, etc. Son étude sur la folie. Hein, on va revenir donc sur... d'où sort que cet inconscient surgit, et que finalement, comment on va le gérer aussi. Hein, comment on va le gérer. Alors, il y a plusieurs solutions. Hein, il y a plusieurs gens qui ont essayé de gérer ce langage. Mais le langage, c'est aussi, et en premier lieu pour moi, en tant que poète, c'est ce qui va donner ensuite naissance au surréalisme et à toute une façon de mettre en question l'écriture poétique traditionnelle, celle qui nous vient très fond de l'histoire en fait. Et Rimbaud, il effectue effectivement cette explosion du langage et c'est pour ça que les surréalistes vont récupérer ces idées fortes hein, de Rimbaud. Je vais vous en donner une autre. Hein, c'est Rimbaud qui dit « Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. » Rimbaud a été pour ça, en fait, celui qui a apporté la démarche à avoir, aussi bien pour les surréalistes, que pour toute cette période de pensée qui a tourné autour du surréalisme. Il arrive, alors, toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables. Viendront d'autres horribles travailleurs. Ils commenceront par les horizons où l'autre s'établisse. L'autre, c'est peut-être déjà lui-même. Hein. Voilà, une sorte d'idée d'un progrès humain. Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Ce qu'il rapporte de là-bas a forme. Il donne forme. Si c'est l'informe, il donne l'informe. L'informe, c'est l'inconscient. Hein. Trouver une langue. Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée, accrochant la pensée et tirant. Voilà un très beau texte dans la lettre du voyant, où Rimbaud a une sensation de ce que va être précisément l'art et la poésie au XXe siècle, avec tout cet art abstrait, hein, toute cette, justement, Serré, on est très bien placé pour parler de ça, du fauvisme, du Picasso, de tout ce qui va donner naissance à un renouvellement de l'art en général, aussi bien de la poésie que des arts plastiques. Alors, là aussi, l'inconscient est... Oui, mais justement, le poète a cet immense avantage d'incarner
cette révélation de l'inconscient, ce que nous, malheureusement, en psychanalyse, on ne peut pas se permettre. Il faut que je dois faire des démonstrations cliniques. Donc, pardonnez-moi si c'est un peu teinté de sécheresse, ce que je vais dire dans mon commentaire. Effectivement, c'est Rimbaud qui a fait tout exploser. Je suis d'accord avec ça. Et il a eu cette audace épistémologique incroyable de dire je est un autre, entre autres choses. Mais justement, ça nous renvoie quand même aussi à un mystère. Tu parlais du langage, Lacan parlait aussi du par-lettre, hein, on est traversé par le langage. Alors, on ne sait pas très bien comment est né le langage chez l'être humain, puisqu'il n'existe aucune langue type proto-langue, langue primaire ou à moitié humaine, non. Toutes les langues se valent à peu près sur la complexité syntaxique, sémiologique, morphologique, etc. Donc, ça c'est un véritable mystère. En revanche, bon, le psychologue a l'avantage de voir chez son patient quand même la naissance un peu du signifiant. Et ce qui est paradoxal, c'est que le premier signifiant n'est pas le premier cri que pousse l'enfant, mais c'est le premier cri auquel la mère répond. Ces premiers cris sont issus d'un besoin purement biologique, hein, la faim, la soif, etc. Et en y répondant, la mère y donne rétroactivement un sens, celui de la demande. Et ça devient le signifiant 1, qui représente le sujet pour la première fois. Et d'où la différence entre le temps logique et le temps chronologique dans notre inconscient. Tout ce télescope, où il y a une sorte d'éternel présent, et ce qui nous donne en psychanalyse la chance de soigner nos patients d'ailleurs. Alors, Lacan, il y a chez lui une distinction entre le grand autre, l'autre avec un grand A et l'autre avec un petit a, et dans ce grand autre qui incarne la mère, il y a ce que j'appellerais la fusion entre l'enfant, le nouveau-né, et la mère. Et donc là, finalement, je est un autre, on peut l'utiliser aussi pour cette vision du à quel moment l'enfant devient je, et non pas l'autre dans la personne de la mère. Là, il y a encore un regard que tu peux nous apporter, peut-être en tant que psychanalyste. Oui, merci de me le rappeler. Je dois effectivement. Il y a le grand autre qui a vu, effectivement, qui est incarné par l'autre maternel et qui ensuite, idéalement, est supplanté par l'autre paternel. Alors, ce n'est pas forcément le père biologique, hein, c'est un autre, troisième larron, hein, et qui permet à l'enfant de se séparer de sa mère, d'entériner le manque. Et c'est le manque qui fonde notre désir, mais qu'on ne peut accepter que grâce au signifiant, au symbole, à la langue. Et ensuite, on a le petit autre, le frère, le semblable, et qui peut aussi nous apporter du soutien par la suite. Hein, dans des sociétés, on voit très bien, de l'autre côté de la frontière, après la guerre civile, les pères étaient douloureusement absents. Et pourtant, il n'y avait pas une explosion massive des psychoses. Parce que le petit autre, le frère, peut pallier au père symbolique. La loi des frères peut devenir l'équivalent topite, excusez-moi, interrompez-moi au cas où je deviendrai trop technique. Topite, ça veut dire, c'est en référence à la représentation spatiale de l'appareil psychique. Donc, disons, inconscient de la loi du père. La loi du père, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous permet de nous sentir en sécurité, d'avoir un repère, de ne pas avoir peur dans le noir.
Et il a trois fondements principaux, à savoir la reconnaissance du sujet par l'autre paternel, la limite qu'il nous pose et l'amour qu'il nous donne. Et les trois doivent être donnés simultanément, sinon ça n'advient pas. Pardonnez-moi, cette longue parenthèse. On est dans le sujet. Eh bien, justement, peut-être ça nous permettrait la distinction entre le grand tas de l'autre et le petit tas qui est véritablement l'autre qu'on rencontre. C'est ça. Celui qui est à côté de nous. Hein. Je est un autre qui se trouve à côté de moi. Et dans cette perspective, je dois apprendre à vivre avec l'autre. Et pour apprendre à vivre avec l'autre, il y a cette part du subconscient qui va organiser la tâche sociale. Et il y a aussi tous ces débordements. Alors, lorsque Wilhelm Reich s'interroge sur l'idéologie de masse du fascisme, par exemple, là, on voit qu'il y a une intégration au niveau de l'inconscient de toute une représentation qui fait que on n'est pas véritablement indépendant, on n'est pas sujet, on est assujetti. Alors comment cela se passe-t-il au niveau comment dire, de la prise d'une idéologie sur la conscience individuelle, le petit autre qui est là, qui se promène. Oui. Effectivement, c'est de grande actualité, je crois, à faire une période qui pourrait être une critique en termes historiques, au niveau des guerres civiles, etc., qui éclatent un peu partout, liées à des idéologies, des religions, des croyances, etc., et effectivement qui ont trait à ce que Freud appelait l'idéal du moi. Et on peut se faire totalement piéger, bien sûr, quand on souffre de la carence paternelle, de trouver une espèce de fraternité morbide donc autour d'un idéal qui est lié à la haine, qui est le sentiment le plus archaïque et le plus facile finalement. Il n'y a qu'un pas à franchir. Donc, le petit autre, oui, est d'une importance primordiale. On l'a laissé longtemps à l'écart au détriment des patients, alors que Lacan l'attribue à l'imaginaire, qui est un peu fluctuant, un peu vaseux, etc. Il y a beaucoup de complaisance, mais il ne faut pas oublier que ça aide beaucoup nos patients à retrouver d'abord un certain bien-être et même une certaine structure avant d'accéder à la résolution qui est forcément symbolique de leur pure réalité. Alors, effectivement, l'articulation n'est pas facile parce que Freud déjà disait le moi n'est pas maître dans sa demeure. Et Lacan a proposé une lecture de Freud à laquelle je souscris parce qu'elle simplifie les thèses de Freud, contrairement à ce qu'on croit. Il a proposé cette grille de lecture réelle, imaginaire et symbolique. Et tout d'un coup, les choses deviennent claires. Et il a établi cette distinction fondamentale entre le moi et le sujet. Le moi étant une surface de projection et proche du symptôme, principalement défensif, alors que le sujet est totalement inconscient. Et le psychanalyste se désintéresse un peu trop peut-être, mais se désintéresse beaucoup du moi en faveur du sujet, qui est d'ordre symbolique et très caché. Et vraiment dans l'inconscient. Alors, je vais reciter Lacan, si ça ne te gêne pas. Absolument. Encore une fois, mais ça va dans le sens de ce que tu viens de dire, je pense, puisque lorsque Lacan dit, en parlant justement de ce sujet, de cet inconscient,
Ouais. Ça parle. Et dans ce que ça dit, ça échappe. C'est-à-dire que le langage qui survient à travers un langage symbolique, c'est le langage vrai. Ouais. Et je le rapprocherai, puisqu'on est sur Rimbaud, du langage poétique, que ce soit chez René Char aussi, où finalement on a recours à une certaine abstraction dans les discours, mais qui va fouiner, qui va chercher une vérité beaucoup plus profonde que celle d'un texte, d'une littérature, d'un discours qui est à même le réel. Autrement dit, ce réel enfoui, qui est celui de l'inconscient, qui est celui du sujet dans la distinction qu'opère Lacan, eh bien, c'est notre propre vérité intérieure. Et c'est en cela qu'on peut devenir, précisément, advenir, je dirais, à la création et à l'authenticité. Oui, tout à fait. À condition de s'aventurer dans cet espace du ça, qui est un espace pulsionnel et potentiellement dangereux. Mais la folie. Absolument, hein, de s'aventurer dans la folie. Et là, le psychanalyste rejoint le poète de façon bien sûr beaucoup plus maladroite, mais il ne vise pas à normaliser entre guillemets le patient, non. Il cherche à lui permettre de s'approprier sa propre histoire de façon symbolique et même de garder sa folie, mais d'inverser le rapport qu'il a avec cette folie. De ne plus en être l'objet, mais d'en devenir le sujet, au sens grammatical du terme. Qui n'est plus sujet de la connaissance, mais acteur du désir. Absolument. Ça te convient comme formule? Tout à fait, tout à fait. Oui, absolument. Oui. Il peut être en même temps sujet de la connaissance, sujet de la science même, mais il y a cette part qui lui échappe, qui est le manque, le désir. Le fond. Le manque à être, voilà. Le manque à s'accomplir dans sa totalité d'être humain. Ouais. Moi j'aimerais bien qu'on aille encore un peu plus loin dans cette analyse sur l'autre, car si tu as montré comment l'éveil de l'enfant se fait par l'autre, comment je construis ma propre réalité du moi, finalement, à partir de la relation avec autrui, en empathie, en sympathie, en amour, par l'amour, par la sympathie. Il y a aussi l'autre comme mon ennemi. Il y a aussi l'autre à qui je dois m'affronter, parce qu'il me met en danger. Donc cet autre-là, il existe aussi. Et comment parvenir à ce que je me reconnaisse dans lui aussi. Alors, la cure psychanalytique peut parfois parler de ça. Est-ce qu'il y a d'autres démarches? Je sais que tu effectues un travail auprès de jeunes qui sont en difficulté sociale, et donc là, peut-être tu rencontres ce problème-là, cette problématique. Comment accueillir l'autre, même s'il s'oppose à moi, si je suis en conflit avec lui? Tout à fait. C'est une spécificité de ma démarche, donc tous les psychanalystes ne seraient pas d'accord avec ça. Je le dis en prémisse, mais c'est l'association SOS pour laquelle je travaille toutes les nuits, d'où ma fatigue probablement très visible, qui m'amène donc à intervenir auprès de sujets marginaux, en grande souffrance psychique, liés à leur exclusion sociale. Et donc, effectivement, on peut se demander où est l'œuf et où est la poule. Est-ce que c'est leur pathologie psychique qui les a amenés dans la marginalité sociale ou l'inverse? Bon, on ne peut pas généraliser, mais en tout cas, il s'agit pour l'intervenant d'aller vers son patient dans ces cas-là. C'est-à-dire dans un esprit de mêmeté, pas d'altérité. Donc quelque chose de très maternant. Alors là, il y a effectivement, on arrive là aux limites du langage, parce qu'on n'a pas de métalangage. Donc c'est l'autre maternel, mais en même temps, il y a une relation de mêmeté à la mère au départ.
dans cet espace fusionnel. Et pour s'aventurer à prendre en charge ces gens qui sont très souvent à la marge, pas seulement socialement, mais aussi psychologiquement, c'est-à-dire dans une... L'autre était là. L'autre est partout. Absolument. Donc, il s'agit d'entrer dans cette relation duel, d'abord, de mêmeté et du petit art, dans un même temps, on peut dire, avant d'y introduire du tiers, du paternel, si tu veux. Voilà. Et voilà. Je te laisse enchaîner parce que je te sens extrêmement sensible à ce type de sujet. Je suis extrêmement content de ça. Tout à fait, oui. Alors, finalement, quand tu parles de mêmeté, je ne sais pas si ça correspond à la notion de semblable, mais dans l'autre, je peux voir quelqu'un qui est complètement différent de moi, et en même temps, je peux voir quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un qui est le même que moi. Alors, là, peut-être tu étais sur un concept beaucoup plus psychanalytique, rallié à la mère, voilà. Mais je pense qu'on peut aussi aller dans ce sens-là, que finalement, autrui, c'est cette ambiguïté-là. C'est cette ambiguïté d'être à la fois un autre, quelqu'un de différent, et pourtant si proche, et pourtant semblable. Alors, semblable sur le plan de l'être humain, en quoi il me ressemble. En ce sens qu'il est un être humain à part entière, avec les mêmes types de fonctionnement. Simplement, on se trouve parfois en opposition, parce qu'il y a des réalités qui sont antagonistes, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de lever ces ambiguïtés? Et là, on rejoint peut-être le problème de l'éducation. Comment faire pour éviter qu'il y ait ces antagonismes à l'intérieur des sociétés ou entre les civilisations? Oui, absolument. Alors, si tu veux, je vais te lire un texte que j'ai écrit. Ah, mais non, je te laisse. Non, c'était trop vaste pour moi, donc je te le laisse. J'apporte un concept, c'est tout. Hein. Pas ça, comme ça. J'ai écrit deux poèmes, et dans lesquels il y a un mot qui est un néologisme, hein, je me l'approprie, c'est autritude. L'autre, en tant qu'il fait partie d'une entité, de quelque chose qui est de l'ordre de l'humain en général. C'est l'autritude dans laquelle je suis moi-même. Hein, voilà. Le premier, il concerne non seulement l'être humain, mais également les animaux. D'ailleurs, Rimbaud parle aussi de ça. Il concerne les animaux même. Voilà, alors. Devenir chien. Surgissent ces visages, toujours comme des voyeurs, avec ces échappatoires de regard, tendus comme une exigence, où se noie toute identité, dans cette impossibilité d'effacer l'autre, avec ces regards indispensables, vissés au ventre, comme la dimension incoercible d'un silence infini, où je me sens devenir chien, étonné d'autant d'autritude, où défilent des fantasmes de hareng, où le miroir ovale régurgite la saveur d'un peut-être, où je n'existe pas encore, mais qui est là, comme en suspens.